Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue à la découverte d'une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et ce soir, nous arpentons les tranchées de l'histoire en compagnie d'une spécialiste de la Grande Guerre. Depuis plus de 20 ans, elle réhabilite la mémoire des soldats martiniquais morts pour le drapeau français. Avec elle, le patrimoine se porte aussi avec l'élégance d'une tenue traditionnelle. Sabine Andrivon-Milton, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est très bien dit. Merci. Alors vous avez redonné une voix aux oubliés de la Grande Guerre. Mais avant, nous allons revenir à vos origines. Tout commence le 22 février 1970. Vous naissez à Fort-de-France. Oui. Vous êtes la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Votre maman est infirmière, votre papa est garagiste. Vous êtes une enfant très discrète, mais avec une appétence déjà très prononcée pour les études. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle une écolière très studieuse. Exactement, tout à fait. J'aimais beaucoup l'école. Je m'appliquais, j'aimais apprendre, j'étais curieuse de tout. Et d'ailleurs, une anecdote, c'est qu'il fallait, chaque fois, après chaque vacances, il fallait faire un résumé de ce qu'on avait fait lorsque la vacances de Toussaint, Pâques. Et moi, je commençais à écrire. J'écrivais beaucoup et j'avais la chance d'être retenue pour écrire mon histoire sur le cahier de l'école. Ah oui, donc effectivement, déjà des prédispositions particulières à la plume. Alors, vous avez fait votre scolarité à l'école primaire Sainte-Thérèse B, école qui d'ailleurs porte aujourd'hui votre nom. Puis le lycée Bellevue, Oui. et c'est en terminale que le déclic se fait. Votre professeur d'histoire-géographie de l'époque vous fait aimer cette matière, ou oserais-je dire la découvrir autrement. En fait, elle vous a fait comprendre pourquoi il était essentiel de s'y intéresser. Exactement, parce que je n'aimais pas ça du tout, hein, comme beaucoup de jeunes, des dates qui n'ont aucune signification, qui ne me parlaient pas, d'accord. Et elle m'a fait comprendre à quoi ça servait l'histoire, connaître le monde dans lequel on évolue, connaître la Martinique aussi, et ça c'était vraiment, pour moi, c'était une révélation. Qu'est-ce qu'elle a fait de mieux, on va dire, que les enseignants précédents? Peut-être elle vous a ancré, en fait, elle a réussi à vous ancrer justement dans ces fameuses frises chronologiques. Oui. Non, mais elle a rattaché, on va dire, l'histoire, parce qu'à l'époque, hein, on travaillait sur la guerre froide, et notamment sur Cuba. Et donc, moi, je savais qu'à Cuba, il y avait des soucis, il y avait des problèmes, mais pourquoi, comment? Et là, j'ai dit, waouh, c'est pour ça, avec la guerre froide, les relations internationales et tout. J'ai trouvé ça génial de comprendre des faits. Et puis ça m'a dit, voilà, je me suis dit, je vais m'intéresser encore plus et je vais faire des études d'histoire. Et ça a été effectivement le début d'une vocation, puisque donc vos études d'histoire, vous les poursuivez à l'Université des Antilles, puis à la Sorbonne aussi à Paris, et vous poussez jusqu'au doctorat. Pour ce faire, vous cherchez justement un thème assez novateur qui n'a pas encore été traité par les historiens justement en Martinique. Et là, vous découvrez, ou en tout cas vous approfondissez donc l'histoire de la Première Guerre mondiale et surtout la participation des Martiniquais à ce conflit mondial. Alors oui, tout à fait, mais alors, le déclic sur l'histoire militaire, c'est parce que j'ai aussi, pour mon mémoire de maîtrise, alors maintenant c'est Master 1. Master 1, 4 ans, Master 1, voilà. c'est ça. Pour mon mémoire, donc j'ai travaillé sur la guerre du Mexique. Personne n'en avait parlé, personne ne savait ce que c'était. Et donc j'ai découvert que dans une guerre, cette guerre du Mexique qui a opposé donc la France au Mexique, la Martinique a été une base navale et qu'il y a des Martiniquais qui sont partis se battre au Mexique avec des Français. Je dis, tiens, on sort de l'esclavage. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des hommes qui étaient esclaves hier pour aller se battre? Et puis je me suis dit, on va essayer de comparer avec la Première Guerre mondiale. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de recherche approfondie sur le sujet. Et puis là, je suis rentrée dedans, vraiment tête baissée. Et puis j'ai découvert plein de choses, puisque c'était un sujet novateur, et que la Martinique avait quand même joué un rôle, et que les Martiniquais aussi. En fait, c'est ça, vous avez même été la première surprise à découvrir en fait l'ampleur de cet engagement dans la guerre 14-18. Ben oui, et puis comprendre aussi pourquoi justement les hommes sont partis, qu'est-ce qui les a motivés, qu'est-ce qu'il y avait derrière, c'est quoi ce patriotisme, comment l'expliquer. Et c'est très important de savoir que connaître cette histoire, le contexte, permet de comprendre pourquoi les hommes sont engagés dans la Première Guerre. Un engagement absent des manuels d'histoire-géographie? Pendant longtemps, ça a été absent, mais maintenant on peut dire que les choses, par rapport à tous les colloques que nous avons faits, par rapport au centenaire aussi, il faut le dire, les choses ont changé. Maintenant on a des manuels, j'ai écrit aussi sur le sujet pour permettre d'avoir quand même des documents. Mais c'est différent parce que ça a permis de mettre la lumière sur l'engagement des ultramarins dans cette
Première guerre, alors qu'ils étaient complètement oubliés. Quel est le nombre estimé justement d'hommes martiniquais et ultramarins, peut-être plus largement, engagés sur ce conflit qui a duré 4 ans? Première guerre mondiale, pour la Martinique, on a 9000 Martiniquais qui partent. Pour les ultramarins, on est à plus de 20 000. Et combien ont péri sur le continent? Martiniquais, 2000. 2000 qui ne reviennent pas. 2000 qui sont... Et puis, 7 corps qui reviennent en Martinique. La plupart sont enterrés dans les nécropoles qui sont dans l'Hexagone. C'est ça. Et pendant que vous menez justement vos recherches sur cette Première Guerre mondiale, vous vous rendez compte aussi que les noms des soldats martiniquais morts pour la France n'apparaissent pas, sur nos monuments aux morts. Ce qui n'était pas normal, puisqu'effectivement, il a fallu trouver, lister tous ces hommes qui sont morts à la guerre, et donc comparer entre ce que j'avais dans mes archives et puis ce qui était inscrit sur les monuments, et voir qu'il y a eu plus de 400 noms oubliés, ce qui n'était pas du tout normal. Et donc j'ai écrit municipalité, et là vraiment, je n'ai rien à dire. Toutes les municipalités m'ont dit, il n'y a pas de souci, banco, on fait. J'ai jamais eu d'opposition, de personnes qui me disent, bon, ça ne nous intéresse pas, que non. Parce que d'autant plus que du moment où j'ai fait connaître ma recherche, j'avais beaucoup de familles m'ont interpellée. C'est ça, parce qu'en fait, donc, vous avez contacté les communes qui ont joué le jeu. Est-ce que vous avez aussi été à la recherche d'ayants droit, de familles, de soldats concernés? Ah oui, tout à fait. Il a fallu faire ce travail d'investigation aussi. Parce que je demandais aux municipalités de rajouter les noms ou alors de donner des noms de rues aussi à ces soldats. Et il a fallu chercher toute la généalogie de certaines familles. Ça a été le cas pour la famille Bidard à Saint-Joseph. Et les familles qui ont su ça ont contacté, mais pas plus tard que le 11 novembre. Oui, vous me disiez que vous avez encore des demandes. Oui, qui me disent, voilà, il faut faire quelque chose. Donc, comme je leur dis, ça vient. L'objectif, c'est que tout le monde soit inscrit et personne n'oublie. Vous êtes également parti en France, notamment dans la Meuse, sur les traces de ces poilus, justement, pour mener vos recherches? Ah, mais tout à fait, parce qu'au cours de mes recherches, j'ai découvert que la Martinique avait reconstruit une ville. C'est extraordinaire, ça, on ne l'avait jamais dit. J'avais jamais entendu parler de ça. Et cette ville qui est éteinte, qui se trouve dans la Meuse, était très attachée à nous. Et puis nous, on ne se faisait pas cas d'elle. La place principale, c'est la place de la Martinique. Ils ont une rue Aimé Césaire. Ils sont venus en aide à la Martinique quand il y a eu le passage du cyclone Dide. Donc tout ça fait que finalement, je me suis dit non, il y a quelque chose à faire. Oui, et pour les familles des soldats martiniquais disparus, c'était aussi une forme d'injustice que vous avez réparée. Ah oui, c'est exactement ça, parce qu'il n'y a pas de raison que ces hommes soient déjà morts, soient partis. Ils ont quitté la colonie, à l'époque on était une colonie, soient partis, morts, ne soient pas revenus et qu'on les oublie. C'est comme si on les tuait 2 fois. Alors aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de soldats identifiés sur nos monuments aux morts, un peu plus. Ah non, la plupart. Alors, il y a 2000 morts. Première guerre mondiale. Est-ce qu'on les a tous identifiés? Là, à ce jour, oui. À ce jour, oui. On les a identifiés. Alors, il y a un gros souci, parce que en matière d'histoire, il faut que le soldat ait obtenu la mention mort pour la France pour qu'il soit inscrit. D'accord. Et donc, il y a un travail aussi qui est fait, notamment par M. François Cartigny, pour donner la mention pour qu'il soit inscrit. Alors vous parliez tout à l'heure justement, votre travail de recherche porte aussi sur la motivation, ce qui a poussé aussi ces hommes à s'engager et à aller mourir pour le drapeau français, en sachant qu'évidemment, au regard de l'histoire coloniale, la relation avec le continent était toujours à vif, l'est toujours d'ailleurs. Brièvement, selon vos recherches, qu'est-ce qui les a poussés, ces hommes, à quitter femmes et enfants? Oui, alors c'est vrai que quand j'ai commencé ma recherche, je me suis dit, tiens, pourquoi des hommes qui étaient esclaves vont se battre aux côtés de leurs anciens maîtres? Je ne comprenais pas exactement, mais tout simplement parce qu'ils étaient patriotes. Et ça, il faut le regarder avec le contexte de l'époque et ne pas se dire en 2025, ouais, moi je ne serai pas parenti. Et j'entends encore ça, j'entends encore des gens qui disent on les a couillonnés, ils n'auraient pas dû partir, que si c'était moi, ils m'ont pas été parti. Mais comment on peut oser dire ça, quoi, quand on n'a pas le contexte qui fait qu'on est dans une colonie à l'époque, très patriote, parce que quand vous allez à la messe, le prêtre, il parle du patriotisme, il faut aimer la France. Quand vous allez à l'école enseigne justement cet amour de la France. Et puis les hommes politiques, on oublie que les hommes politiques de l'époque, c'était leur cheval de bataille. On est français, il faut qu'on montre qu'on est prêt à mourir pour la France, il faut y aller. Et tous les discours politiques de l'époque, on n'a pas du tout ce recul-là où des personnes disent ouais, que indépendantisme. On n'est pas sûr de ça du tout. Il ne faut surtout pas mélanger les genres. Et les périodes, c'est très important de le dire, de regarder l'histoire avec les yeux de l'époque et non pas de maintenant. En sachant qu'à l'époque, on le rappelle, ça a aussi été l'un des conflits, voire le conflit le plus meurtrier, et que de toute façon, même les jeunes hommes blancs du continent qui étaient engagés, eux-mêmes ne savaient pas qu'ils allaient vivre une telle boucherie dans les tranchées. Oui. On oublie qu'ils étaient mobilisés, donc ils n'avaient pas le choix non plus. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on se dise que oui, ils avaient le choix. Non, ils n'avaient pas le choix. Voilà.
Entre 2021 et 2023, les actes de vandalisme se sont multipliés sur les monuments aux morts en Martinique, à tel point d'ailleurs que vous avez organisé une marche blanche pour dire stop à ces destructions. Oui. Vous avez d'ailleurs expliqué à l'époque aussi ce vandalisme par un rapport identitaire toujours difficile avec l'Hexagone. Certains rejettent encore l'implication de la Martinique dans cette Première Guerre mondiale. Est-ce que vous entendez encore des discours où on n'en parle pas, on préfère oublier, on préfère refouler? Ah si, il y en a qui en parlent ouvertement et qui pensent être dans le vrai en répétant toujours et toujours que nos Martiniquais n'auraient pas dû y aller, que pourquoi on a fait appel à eux, ils ont servi de boucherie. Oui, j'entends encore ce discours-là, hein. Mais bah, je vais dire que c'est normal qu'on entende l'autre côté de la chose. Mais est-ce que le mal n'est pas plus profond, ou en tout cas est-ce qu'il ne s'étend pas en dehors de nos frontières, puisque des monuments aux morts dans l'Hexagone ont aussi été la cible de destruction ces dernières années? Alors, monuments aux morts, je ne sais pas si ce sont des monuments qui ont été attaqués ou des monuments qui représentaient d'autres choses, mais oui, ça peut être profond, ça peut être aussi... moi, j'estime que c'est une méconnaissance. Hein. Moi, j'estime que c'est une méconnaissance. Alors, en disant ça, je pense que je vais me faire taper sur les doigts, mais ce n'est pas grave. Moi, je pense que si les gens savaient l'importance du monument aux morts pour les familles, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les familles. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit, madame, quand on sortait de la messe le dimanche, on allait mettre une bougie pour tonton et tel. C'était notre rituel après la messe, c'était le seul lien que ma maman avait gardé avec son fils ou son frère qui était décédé. Et moi je dis que par respect, et puis ce sont des noms de Martiniquais inscrits, oui. Ce sont des monuments achetés par des Martiniquais, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a envoyé, qu'on nous a imposé. Les gens ont cotisé pour ça, ils ont cotisé pour acheter les monuments. Ils se battent encore pour que les noms soient inscrits. Moi, je pense que, ne serait-ce que cet aspect-là, et puis nous, on est très attachés aux noms. Moi, ça m'a beaucoup fait de peine quand j'ai constaté qu'on avait vandalisé des monuments aux morts avec des noms de Martiniquais. Moi, je n'ai pas compris pendant un bon moment. Je me dis qu'il y a une amalgame, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a imposé, contrairement à d'autres monuments qui sont dans l'espace public. Et plus largement, quels sont les risques aussi peut-être de refouler ou de bafouer cette histoire quand il y a justement destruction des noms? Je vous pose la question en 2025 alors que l'Europe plutôt que la guerre est aux portes de l'Europe, que la situation géopolitique se tend. Il y a un vrai risque aussi justement de refouler cette histoire ou de se dire c'est loin, on n'en parle plus ou on passe à autre chose? Alors, c'est vrai que c'est le discours qu'on entend, hein. On tourne la page, mais je me dis qu'ils sont là pour nous dire non, attention. On a eu tant de morts dans une commune, ça ne peut pas être possible qu'on renouvelle la même chose. Non, il faut qu'on prenne conscience de cela. Parce que la guerre, c'est jamais quelque chose de positif. Hein. Quoi qu'on dise, c'est jamais la dernière solution qu'on puisse trouver. Personne n'est à l'abri, c'est peut-être. Mais personne n'est à l'abri. Enfin, aucun pays n'est à l'abri. Alors c'est vrai que ça m'amuse parce que je dis à mes élèves, ne vous en faites pas, le jour où il y a la guerre, on ne va pas faire appel à vous parce qu'il y a une armée de métiers. Et puis... malheureusement pour nous, si Troisième Guerre mondiale il y a, moi je ne souhaite pas être de ce monde, elle sera certainement nucléaire et je pense qu'on n'aura plus besoin comme on dit, de fantassins. En tout cas, cette éducation à la paix passe aussi par le fait d'emmener la jeunesse martiniquaise et pas seulement, justement, sur les traces de ces soldats, vous le disiez. Vous l'avez fait à plusieurs reprises, emmener notamment vos élèves, mais c'est toujours difficile d'organiser ce type de voyage? Alors, à l'époque, c'était moins difficile parce qu'il y avait beaucoup plus de moyens, on va dire. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, je n'y pense même plus. Hein. Il n'y a plus de moyens pour pouvoir organiser quoi que ce soit. Bon, c'est dommage. Mais c'était pour moi important. C'était pour moi important de transmettre à la jeunesse justement cette partie de notre histoire. Et puis, n'oublions pas que je les ai emmenés à Étain parce que ça, pour moi, c'est la fierté martiniquaise. C'est important qu'ils voient que la Martinique a permis la reconstruction d'une ville, c'est pas rien. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on nous a toujours dépeint comme ceux qui ont la main tendue, ceux qui attendent de l'Hexagone. Et bien là, la petite Martinique elle a tendu la main. Et moi, j'aimerais que tous les Martiniquais soient au courant de ça et soient fiers de cette histoire-là. Alors, autre thématique et autre fierté, justement, dans laquelle vous êtes très impliquée, Sabine, depuis quelques années, la tenue traditionnelle martiniquaise. D'ailleurs, on relèvera tous la beauté de cette robe que vous portez. Depuis 3 ans, vous avez instauré une journée dédiée à sortir des placards la grande robe, la jupe chemise, les coiffes créoles. Comment vous est venue cette idée? Alors, c'est vrai que avant, je n'y connaissais rien. Hein. Il faut être honnête, je n'y connaissais rien. J'avais aucune tenue traditionnelle dans ma garde-robe. Vous ne saviez pas faire la différence entre les pointes? Oui, quand même les pointes, oui, parce que j'avais quand même fait un exposé, je me rappelle, quand j'étais en licence sur les pointes. Mais
banal, un fait banal, une journaliste qui se présente avec une tenue traditionnelle pendant le carnaval, et ça enflamme les réseaux sociaux. Oui, en fait, appréciez qu'en fait, elle a présenté le Elle a journal, présenté le voilà, journal en avec tenue ça. traditionnelle. Et pendant le carnaval, ouh là là, ça a enflammé les réseaux sociaux, d'autant plus que sur mon mur personnel, j'avais trouvé ça magnifique, parce qu'elle Oui. était vraiment magnifique. Mais j'avais senti donc à travers les réflexions des uns et des autres qu'il y avait cette envie de porter la tenue en dehors du carnaval. Alors on me dit, on nous Oui, fait. parce qu'on avait trop associé finalement la tenue traditionnelle à un déguisement. Exactement. Mais moi, je n'ai pas honte de le dire que quand j'étais petite, on me disait, on va te déguiser en martiniquaise. Ben, le dire maintenant, je me dis, c'était un non-sens total, mais bon, on ne savait pas. Maintenant, on sait. Maintenant, il ne faut plus dire ça. Et donc, à partir de ça, j'ai lancé une réunion. J'ai invité les personnes qui avaient envie, justement, que la tenue soit portée en dehors du carnaval, à faire quelque chose. Et puis ça a donné le collectif avec des personnes passionnées de diverses associations. Et nous avons mis en place les journées de la tenue traditionnelle. Et là, on a la 3e édition avec toujours autant de succès. Effectivement, et avec un succès, je dirais même, qui va grandissant, oui. Puisqu'on voit donc de plus en plus de personnes ou d'enfants jouer le jeu dans les écoles, dans les administrations publiques, mais aussi dans les entreprises privées. Est-ce que finalement, cet engouement est aussi le reflet que vous avez répondu à un besoin? Oui, je pense, oui, tout simplement. Je pense qu'il fallait juste le déclic. Parce que quand je parle avec des associations, hein, il y en a qui avaient pensé déjà, hein, ce n'est pas nous on n'a rien inventé du tout. Mais il n'y avait pas encore le déclic, il n'y avait pas encore la personne qui puisse souffler sur la bougie. Qui a structuré un voilà, petit peu les choses. Tout simplement, mais il y a des associations qui le font, on va dire de manière, localement, quoi, de petites structures qui le font. Là, on a proposé quelque chose en grand pour toute la Martinique, et tant mieux. Donc on appelle toutes les associations à nous rejoindre aussi pour cette même cause. Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être de guérison d'un rejet? Parce que certains étaient peut-être dans le rejet parce que voilà, c'est encore une fois associé à ce fameux passé vers lequel il ne faut pas se retourner. Non, alors c'est effectivement ça. Alors, guérison, je ne sais pas si on est encore guéri, parce que j'ai encore des réflexions de personnes qui me disent on n'est pas sur ça, ça nous rappelle l'ancien temps, nous on va de l'avant. On n'est pas contraint, on n'est pas contre aller de l'avant, mais on est pour la connaissance. C'est-à-dire qu'on doit savoir que nous avons une tenue traditionnelle. Toutes les autres de la Caraïbe ont leur tenue, ils sont fiers. Nous, on a une tenue, on ne sait même pas si elle existe, on n'est pas au courant, on la sort dans le carnaval seulement. Ah ben non, c'est à nous justement de faire ça. Et puis, c'est vrai, comme je le disais souvent, on a une cassure avec la tenue parce qu'on l'a beaucoup associée au doudouisme, avec l'aspect accueil touristique. Touristique, voilà, exactement. Et alors que non, alors elle est belle, on peut la mettre à n'importe quelle occasion, on peut décider de faire des mariages, ça se fait avec les tenues traditionnelles. Mais nous, ce qu'on veut surtout avec le collectif, c'est rappeler les codes, parce que là aussi j'ai découvert plein de choses. Je ne connaissais rien du tout, je n'ai aucun problème là-dessus. Et la signification aussi de chaque coiffe, la différence entre une coiffe, un marée-tête, les bijoux. Oui, c'est ça, de savoir qu'on ne met pas n'importe quel bijou avec n'importe quelle robe, il faut mettre des bas, il faut des chaussures fermées, qu'il faut... Il y a les noms aussi, il y a la visite, tu as le jupon plissé, mais c'est extraordinaire, mais c'est tellement beau. Moi, vraiment, je découvre quelque chose. Je me suis dit que je suis passée à côté de quelque chose de très beau pendant longtemps. Donc maintenant, j'essaie de me rattraper. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et justement, toujours dans cette dimension de partage du patrimoine, vous avez aussi lancé le premier jeu de société 100% martiniquais il y a maintenant 10 ans. À l'époque, c'est un jeu de cartes pour la famille, un jeu des 7 familles, c'est ça? Alors, ce n'est pas le premier jeu. Il y avait quand même d'autres jeux qui étaient faits avant. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait plusieurs à la suite. Je crois que c'est et j'ai quand même diversifié, on va dire. J'ai diversifié pour proposer à chaque personne, pour tous les âges, tous les goûts. Voilà. Donc il y a notre premier jeu, c'était jeux de cartes. C'est un jeu de cartes, 9 familles, quelque chose de très banal, on va dire. Mais avec une idée fondatrice, réunir les familles autour de la table, déposer les téléphones portables et justement apprendre enfin à connaître son île, que ce soit par sa culture, son histoire ou même sa géographie. Et ce sont avant tout donc, des outils pédagogiques que j'avais créés pour mon usage professionnel. Je suis enseignante au LP à du Robert et j'avais constaté qu'il y avait un problème de méconnaissance de notre Martinique. Et je me suis dit, il faut trouver des moyens d'intéresser les jeunes à leur environnement, à leur histoire. Et le jeu, j'ai constaté que ce jeu de cartes, que nous avons, alors à l'époque on avait lancé une cagnotte et tout, et on avait distribué à toutes les écoles ce jeu. Il y a eu un très bel accueil de la population martiniquaise et ça m'a ouvert il arrive au bon moment.
Oui. Il est arrivé au bon moment où les gens avaient cette soif de connaître, en savoir un peu plus sur leur histoire, sur le patrimoine, sur tout ce qui les entoure. Et j'ai saisi la balle au bon. Oui. Là aussi, il y avait un manque à combler, en tout cas sur l'offre justement ludique. Oui, tout à fait. Il n'y avait pas beaucoup. Moi, je me souviens, j'avais le Tour des Yoles à l'époque, le jeu du Tour des Yoles, mais il n'y avait pas énormément. Donc maintenant, je peux dire qu'on a comblé ce vide en proposant quand même des jeux, une trentaine de jeux divers et variés pour tous les styles. Vous jouez parfois avec vos élèves? Tout jusqu'à présent, mais pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui, donc c'est pas juste en fin d'année quand le programme scolaire est terminé régulièrement. Pour tout vous dire, j'ai une petite classe de 3e où on a 2 heures d'histoire géo. La première heure, on travaille, et la deuxième heure, je suis obligée de faire des choses. Non, sinon, je les ai perdues. Mais finalement, c'est peut-être comme ça qu'on intègre encore mieux certaines notions. Finalement, ceux qu'ils adorent, ils attendent, ils me disent, Madame, on travaille. Allez, on travaille, on ne perd pas de temps parce qu'on veut. Parce que si on n'a pas terminé, on ne joue pas. Donc, je fais ce deal-là et ça se passe bien. Est-ce que vous êtes optimiste, justement, vous qui êtes enseignante, vous l'avez dit au LPA du Robert, est-ce que vous constatez un nouvel engouement de la jeunesse pour son histoire? Non, pas plus que ça. Pas plus que non. ça? Sincèrement, je ne veux pas mentir, non. Pas plus que ça, parce que moi, je leur dis tout le temps, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous intéresse? On a l'impression que, parce que même l'histoire de la Martinique, même des choses qui les concernent, même, ben, ça fuit, quoi, ça reste pas, c'est éphémère. Et j'ai des craintes, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Qu'est-ce qu'il faudrait proposer pour pouvoir capter? Alors, je ne vais pas généraliser, parce que j'en ai quand même quelques-uns qui sont bien intéressés, qui me disent, Madame, eh bien, c'est bien, on ira avec la famille dans les différents lieux que vous avez cités, on ne connaissait pas. Mais moi, je suis très optimiste. Je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, mais je constate qu'il y a quand même un problème dans notre société. Ouais. Et dû à quoi? Aux réseaux sociaux? Certainement. Certainement. Dû au portable. C'est pareil, je leur pose des questions sur l'actualité. Oui, on a vu sur TikTok. Alors, leur faire comprendre que, bon, TikTok, c'est pas... Il y a d'autres sources d'informations. Qu'il y en a d'autres, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est vrai, mais bon. Du 5 au 6 décembre aura lieu le Téléthon 2025 et pour la première fois, vous êtes la marraine de l'événement. Pourquoi, pour vous, c'était important de vous investir aussi pour cette autre cause? Alors, c'est une demande qui m'a été faite donc, par le comité, donc j'étais agréablement surprise. J'ai dit oui tout de suite. Et parce que, bon, on est tous concernés d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai des enfants, j'aurai peut-être des petits-enfants un jour. Et on n'est pas à l'abri. Et je me dis qu'il faut que la recherche, justement, avance pour qu'on n'ait pas ces enfants malades, pour qu'on trouve une solution. Et donc, je me suis investie vraiment dans cette nouvelle mission qui est un défi pour moi. Et j'ai mis en place plein de petites choses pour pouvoir récolter de l'argent, pour pouvoir venir en aide à la recherche. Tout à fait, dont un concert le 15 décembre prochain au 888, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, nous sommes en train de le monter là en ce moment. Alors, il y a une tombola quand même, il y a une tombola. On a mis en place aussi donc, une cagnotte. Et puis, on essaie donc avec les artistes vraiment sensibiliser, un plateau d'artistes qui m'accompagnent, à qui j'ai proposé cela, qui me disent oui tout de suite. Ils me disent, ah oui, pour la cause, on vient. Donc, ce sera au 888, justement, le 15 décembre. Voilà. Donc, on lance le rendez-vous pour tous ceux qui veulent contribuer à la cause. Rester à l'écoute, ce sera une façon aussi à la fois donc, de s'amuser, mais aussi de participer et de donner son don pour le Téléthon. Alors, vous êtes chevalière de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, chevalière des arts et des lettres, et cette liste n'est pas exhaustive. Sabine Andrieffon-Milton, j'ai envie de vous demander quels sont vos prochains projets, combats peut-être pour l'histoire et la culture martiniquaise, si vous les avez déjà, ou en tout cas, selon vous, quels sont les combats qu'il reste à mener? Il y en a énormément. Alors, c'est vrai que souvent, les récompenses sont là pour me donner du ballon. Comme je dis, ce n'est pas une fin en soi. Je suis contente de les avoir. Mais c'est une reconnaissance du travail accompli. Voilà, et ça donne du ballon. Ça me dit, bon, Sabine, c'est bon, on t'a donné ça, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus? Et il y a énormément de chantiers. Moi, je reste encore sur la partie histoire militaire, parce que je suis encore la seule historienne qui en parle, parce qu'on n'a pas suffisamment parlé de nos soldats martiniquais dans la guerre d'Algérie, dans la guerre d'Indochine, et même de ce qu'on appelle les OPEX. Il faut aussi qu'on s'intéresse à cette partie de l'histoire, et il y a encore des chantiers. Voilà. Il y a encore beaucoup de chantiers. Et c'est vous qui allez vous y atteler, ou bien est-ce que vous espérez peut-être aussi donner envie à une nouvelle génération de s'attaquer? Je prends de l'âge quand même. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres jeunes historiens qui s'intéressent à la chose aussi, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur cette période de l'histoire militaire de la Martinique.
Alors un clin d'œil à vos enfants aussi avant de conclure cette émission, on va les apercevoir. Votre fils a lui-même lancé un podcast dédié à l'histoire de la Martinique, c'est bien ça? Tout seul. Alors il a lancé ça, vraiment, il m'a dit maman regarde ce que j'ai fait. Alors je n'ai rien demandé du tout. C'est vrai qu'ils sont quand même sensibilisés les pauvres, parce que bon, on avait droit tous les dimanches midi, après le repas, histoire de la Martinique, voilà, ils avaient droit à ça. En tout cas, vous les avez pas dégoûtés visiblement. Non. Et puis, quand on allait en vacances, on allait dans les cimetières militaires, je les entraînais partout avec moi. D'ailleurs, quand j'étais enceinte de ma fille, quand je faisais ma thèse, et ils sont sensibilisés d'une manière ou d'une autre. Et mon fils, effectivement, qui est DJ, s'est lancé tout seul, comme un grand. Il s'est dit qu'il va en faire. Donc, alors, bien entendu, du moment où il a dit qu'il allait se lancer, il a fallu, je lui ai demandé un droit de regard, parce que je veux quand même que ce qu'il dise aux autres soit quand même correct. Bien sûr, mais j'imagine que vous l'aidez peut-être dans son travail de recherche? Ah oui, je fais tout. Parce que j'aimerais que ce qu'il dise soit quand même quelque chose de vérifié, quelque chose de structuré. Mais lui-même, voilà, il prend plaisir à le faire et c'est tant mieux. En tout cas, vous l'avez dit, vous êtes une grande optimiste, donc on peut dire qu'il y a quand même une forme de relève qui est assurée. Et c'est tout bien le mal que l'on souhaite. J'espère bien. J'espère bien. Même ma fille aussi. Ma fille, elle est très, très au fait de tout cela et elle s'intéresse. Elle nous relaye déjà aussi dans les animations de jeux. Ouais, ils sont investis. Merci beaucoup en tout cas à vous, Sabine Andrivon-Milton, d'avoir partagé un peu de votre vocation avec nos téléspectateurs. Et on espère d'ailleurs avoir suscité quelques envies d'aller ouvrir un manuel d'histoire et de s'intéresser un peu plus à l'histoire de la Martinique. C'est génial. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès la semaine prochaine à la découverte d'une nouvelle personnalité. Passez une excellente soirée.